professeur des universités Lyon 2, donc on ne présente pas Charles Gardou, je pense que tout le monde le connaît, et qui va nous parler d'un sujet qui m'est cher, peut-être. Donc, sur la ratification de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, ses applications pratiques dans le champ de l'action sanitaire et sociale. On vous écoute peut-être pour 40 minutes d'intervention suivie d'une quinzaine de minutes de questions. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, c'est un plaisir et un honneur de me retrouver ici avec vous pour ces journées nationales Santé Mentale France. Et d'abord, je vais vous dire que je n'oublie pas un soutien qui a été infiniment précieux lorsqu'en 2013, j'ai pris l'initiative, une initiative pour la reconnaissance du drame vécu sous l'occupation par les personnes fragilisées par des troubles psychiques, mentaux, situations de handicap, qui ont été abandonnées à la mort par absence de soins, sous-alimentation dans les établissements qui les accueillaient alors. Et il y a eu, à partir de là, une apposition en 2016 par le président de la République d'alors d'une plaque sur l'esplanade des droits de l'homme qui se veut une forme de justice rendue. On a inscrit le chiffre de 45 000 personnes, c'est peut-être 80 000. Des établissements comme le Vinati à Lyon et tant d'autres ont été touchés par ce drame qui avait été totalement oublié de l'histoire. Et c'est une manière de dire qu'un tel drame ne doit jamais se reproduire puisqu'on les a abandonnés dans des états tout à fait condamnables. Alors merci du soutien que m'ont apporté les associations qui aujourd'hui composent votre fédération. Merci à l'UNAFAM et à tous les autres. Sans cela, rien n'aurait été possible. Et une personne, je me dois d'évoquer sa mémoire aujourd'hui, Philippe Pozzo di Borgo, qui vient de décéder, qui a inspiré le film Intouchable, qui avec Éric Toledano et Olivier Nakache m'avait également beaucoup aidé pour que cet aboutissement ait lieu. Voilà, merci particulier à Pierre Godard, président de Santé Mentale Nouvelle-Aquitaine, de sa confiance quand il m'a invité à donner cette conférence, et merci au président de Santé Mentale France, Denis Leguet. Alors nous sommes convenus que je vous proposerai une sorte de toile de fond réflexive. Vous voyez, ça fait un peu rupture par rapport aux propos qui se sont succédés ce matin. Une toile de fond réflexive sur le sens et les enjeux de ce qu'on appelle le mouvement inclusif, avec toutes les interprétations auxquelles il peut donner lieu. Alors je le ferai à partir de l'éclairage de l'anthropologie, puisque c'est ma discipline de référence. J'ai d'abord travaillé sur l'anthropologie culturelle pour avoir vécu un temps de ma vie en culture maori, avant de centrer cette anthropologie sur les situations de handicap. Évidemment, le handicap, c'est un événement individuel, mais il a une forte portée collective. Mauss aurait dit que c'était un fait social total. En tout cas, c'est un puissant révélateur culturel, social, et ça en fait une question politique au sens premier et le plus noble du terme. La manière de traiter cette forme de fragilité, parmi tant d'autres, interroge frontalement la vie de la cité humaine. Alors, j'ai relevé quelques termes sur le rétablissement. Vous les avez évoqués depuis ce matin, vous continuerez à le faire. La notion de rétablissement, très centrale en effet, renvoie au cheminement d'une personne, et non pas d'un patient, pour l'amener à reprendre sa vie en main, se réapproprier son pouvoir d'agir, se réengager dans une vie active, sociale. Et par-delà la maîtrise des symptômes, il s'agit de retrouver une estime de soi, des rôles sociaux valorisants, une forme de bien-être, une citoyenneté. Et l'accompagnement sanitaire, social, la réhabilitation psychosociale par la mise en valeur des compétences vise à permettre à cette personne de faire œuvre à sa mesure, selon ses objectifs, souvent bien différents de ceux identifiés par les professionnels, de reconstruire un parcours de vie, non pas linéaire, mais toujours ouvert, signifiant pour lui-même,
en termes d'activité, d'habitat, de liens sociaux, de devenir. Je pourrais poursuivre ça, ce sont des termes relevés à partir de cette notion. Mais dans ces lignes, sur le rétablissement, affleurent, entre autres, ça a été dit à l'instant, les notions d'espoir, les notions de responsabilité personnelle, collective, d'autodétermination, de soutien, d'émancipation, de participation, d'humanisation, ou j'allais dire de réhumanisation, et d'horizon. Et autant de visées qui nous rapprochent donc du sens profond du mouvement inclusif. Car par-delà l'accompagnement des proches et des professionnels dont vous êtes sur un chemin singulier de rétablissement, chemin toujours singulier, la société a sa part de responsabilité. Et notre société, nous la voudrions ensemble inclusive. Voilà le terme qui s'est largement répandu, je vais y revenir tout à l'heure, mais la question qui se pose à nous, c'est quel sens donne-t-on à cette expression, faute de quoi elle risque d'être dérivante et de conduire à des pratiques hasardeuses parfois. Alors c'est à ça que j'ai essayé d'apporter très modestement quelques parcelles de réponse. Je vais puiser là dans 2 ouvrages que j'ai pu consacrer à cette question. Il y a déjà une dizaine d'années, La société inclusive, parlons-en, et puis très récemment, La fragilité de source, ce qu'elle dit des affaires humaines. En puisant dans ces 2 livres, je vais tenter donc de donner sens à cette affaire. Alors que constate-t-on d'abord? C'est qu'en dépit de textes, de règlements, d'engagements nationaux ou internationaux, les personnes rendues vulnérables par un handicap, dit-on, quelle qu'en soit la source, continuent à des degrés divers à faire l'objet de violations de leurs droits dans toutes les parties du monde. J'ai bien dit à des degrés divers. Et nous sommes là dans l'héritage d'une histoire qui nous dérange, qui nous bouscule, parce que c'est une histoire, l'histoire du handicap est une histoire qui est faite de maltraitance passive ou active, de violence. Ces personnes sont toujours susceptibles d'être discriminées, de se sentir dévalorisées, ramenées à des normes culturellement construites. Alors c'est vrai que leur parole, peu à peu, s'est libérée et elle est relayée par des organismes, des associations, des fédérations comme Santé Mentale France, et ça nous invite à infléchir des conceptions, des pratiques, à susciter d'autres modes d'accueil, d'autres modes de prise en compte, plus inclusifs, sous-entendus, et j'insiste sur ce terme, moins exclusifs. Et d'abord, premier point de mon propos, plus formel que le second, le contrat souscrit par notre pays l'exige et nous y appelle. C'est là le premier point de mon propos. Alors quel est ce contrat? Vous le connaissez, mais on constate ça et là que c'est quand même peu connu ou quelquefois même totalement inconnu. C'est la Convention internationale de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2006. La France l'a très vite signée, et là, en 2007, et l'a ratifiée début 2010. Alors vous en trouverez le texte facilement, intégralement, sur Internet. Alors cette convention, il faut le savoir, c'est d'abord l'un des 9 principaux traités internationaux des droits humains. Et elle revêt quelques particularités. Tout d'abord, et c'est très important pour le propos du jour, les personnes en situation de handicap, par leurs organisations représentatives, venues des 5 continents, ont décisivement contribué à son élaboration. Alors cette implication directe des premiers concernés se répercute sur les visées et les contenus de la Convention. Et il est affirmé une place, la place très importante conférée aux facteurs environnementaux. Il faut bien, on va y revenir là-dessus, les facteurs environnementaux et deuxièmement, l'inconditionnalité des droits, pour tous et pour chacun. Et il me semble que tout est quasiment dit dans l'article 19 de la Convention sous le titre « Autonomie de vie ». Et nous, les acteurs de ce champ, ça nous engage puissamment. Qu'est-il dit? Les États partis à la Convention reconnaissent à toutes les personnes en situation de handicap le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres. Ils prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter leur pleine jouissance de ce droit, ainsi que la pleine participation
et intégration à la société, en veillant à ce qu'elles disposent, et ces lignes sont très importantes, de la possibilité de choisir leur lieu de résidence ou avec qui elles veulent vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Alors, on va y revenir tout à l'heure, c'est toute la question des institutions, etc. À ce qu'elles aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement, services d'accompagnement, y compris une aide personnelle pour leur permettre de vivre dans la société et pour empêcher qu'elles soient isolées ou victimes de ségrégation. Donc déjà, l'analyse du contenu de ce texte, il est très important. Mais ce n'est pas sûr qu'il ait toujours été fait et de manière réfléchie. Alors, le préambule rappelle une chose que vous savez déjà, c'est que la notion de handicap, dans sa définition, a beaucoup évolué. Centration sur la personne, alors que là, bon, on ne fait que nous rappeler ça, parce que c'est ce qu'on appelle la classification internationale du fonctionnement humain, notion du handicap, qui résulte de l'interaction entre la difficulté d'une personne et les barrières environnementales. Alors, ça nous appelle vraiment fortement à agir sur le contexte, qui n'est pas un donné, mais qui est un construit. Alors que notre culture nous avait amené surtout à médicaliser. Alors l'article 25, lui, s'adresse directement aux acteurs de la santé, et notamment dans le champ de la psychiatrie, qui a été, hélas, désaffecté. Et donc l'article 25 pose le principe selon lequel les personnes en situation de handicap doivent jouir du meilleur état de santé possible, sans discrimination fondée sur le handicap, et il appelle les professionnels de santé à dispenser des soins de haute qualité en veillant au consentement libre et éclairé. Et à cet effet, des formations et des règles déontologiques préparent ces professionnels à la diversité, aux droits humains, au respect de la dignité, à l'autonomie, aux besoins spécifiques des personnes, notamment celles qui exigent un accompagnement très poussé. Alors, je m'arrête là. Cette vision anthropologique et politique, je rajoute, figure désormais dans nos priorités, sachant d'ailleurs que cette convention dispose d'une primauté sur le droit français. Alors, c'est pourquoi le rapport de 2021, je me contente de vous le livrer, parce que la discussion autour serait excessivement longue, on pourra y revenir dans les questions tout à l'heure. Le rapport d'octobre 2021 du comité dédié de l'ONU, chargé de vérifier l'effectivité de la Convention, puisqu'elle nous engage sur le plan du droit, nous demande de faire évoluer notre système. Pourquoi ? Il nous demande de mettre en œuvre des pratiques en tout domaine, une législation, des politiques, en respectant un modèle fondé sur les droits humains. Et de sortir, certainement, d'une tradition de paternalisme, de compassion, le droit, l'application du droit. Et ce rapport de l'ONU constitue en quelque sorte une sorte d'électrochoc. Pour nous, c'est pour ça qu'il a été quelquefois très mal reçu, et puis quelquefois, certains ont refusé de le lire en disant « non, c'est trop, on fait déjà beaucoup de choses ». Non, je crois que les choses ne servent pas quand on les met dans la poche, un mouchoir dessus, sous prétexte qu'on ne veut pas entendre ça. Il nous faut entendre ce que nous avons à entendre et laisser le reste. On nous dit « nous avons à nous mettre à hauteur des principes fondateurs de la République et de la société inclusive appelée de nos voeux ». Notamment dans l'exercice des droits inconditionnels et de l'action sur l'environnement. On ne peut pas nier que l'accessibilité universelle, c'est pas ça encore. Qu'il y avait un délai de contrainte dans la loi de 2005, qui était un délai de contrainte qui n'a pas été respecté. Ça a été repoussé. Donc il nous faut aussi admettre à la fois les progrès et les manquements. Alors, des mesures donc ont été prises, il ne s'agit pas de le nier, mais nous avons encore des efforts considérables à faire du côté de l'accès à la prévention et aux soins, où de nombreux obstacles subsistent, et puis il y a des manquements qui perdurent, parmi lesquels le défaut d'application du principe de conception universelle pour les équipements médicaux ou les établissements de soins et de santé, le manque d'aménagement, temps supplémentaire d'accueil, information vraiment accessible, sachant, évidemment, vous le savez au premier chef, que les personnes en situation de handicap sont plus exposées que les autres.
et notamment aux maladies psychiatriques. On cite encore, dans les manquements, l'accès entravé des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive, à l'éducation sexuelle, à la contraception, aux soins gynécologiques. Je vous renvoie là, par exemple, au rapport Jacob. Et le déficit de formation du personnel médical et administratif des établissements de santé, notamment par rapport à la question de la diversité. Alors, autre carence qui est pointée, c'est la difficulté d'accéder pour les plus marginalisés aux programmes de santé publique, et notamment avec des services de transport accessibles vers les centres de soins. Et enfin, un dernier point parmi d'autres, c'est l'insuffisante attention aux personnes placées en établissement pénitentiaire, parfois état d'abandon, sans soins, en cellule, surmédicalisation par mesure de sécurité plutôt que de santé. Ce sont des voyants qui s'allument, soit orange, soit rouge. C'est cohérent. La défenseure des droits, Claire Hédon, se trouve également saisie de nombreuses réclamations émanant de parents confrontés à des difficultés pour la prise en charge des soins complémentaires de leurs enfants accueillis en CESAD, en CAMS ou en CMPP. Je cite, difficultés de soins, difficultés d'accès aux soins, à l'école, au transport public, aux aides financières. Ce n'est pas moi qui dis, je cite, la France viole les droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles. C'est la conclusion du Conseil de l'Europe dans une décision publiée le 17 avril 2023 après une réclamation de plusieurs associations françaises en 2018. Il conclut à l'unanimité que la France enfreint 3 articles de la Charte des droits sociaux et fait ainsi entrave à l'autonomie des personnes en situation de handicap. Vous voyez, le Conseil de l'Europe enfonce le clou, la défenseure des droits ayant déjà pointé ces lacunes-là. On le voit, il y a diverses interprétations. Mais on voit qu'on n'a pas pleinement évalué l'engagement inclusif qu'on a pris par la signature et la ratification de la Convention, qui nous oblige. Et on n'a pas peut-être pris pleinement conscience des évolutions que cette Convention suppose, notamment dans le domaine de la santé, mais pas seulement. On parle aujourd'hui prioritairement de la santé, je pense aussi bien sûr à l'éducation, ni les mutations culturelles requises. Alors, vous allez dire que c'est un peu de la déformation de ma discipline, parce que je pense que c'est d'abord une affaire de culture. Nous sommes façonnés par la culture qui nous a vu naître, qui nous porte, c'est vrai que nous la façonnons en retour, mais elle nous donne une forme, et cette forme-là, on est appelé à la remettre en cause, à la désenquister. Donc c'est une affaire avant tout, à mes yeux, de culture, et dans tout secteur, le challenge à relever n'est pas simplement technique, il est culturel. On le sait, on le pressent sans peut-être en évaluer l'ampleur des enjeux humains, économiques, sociopolitiques. Bref, on hésite un peu au seuil de la mutation réalisée. Parce que ce mouvement inclusif, qui est au cœur de la Convention, il nous questionne, il nous déstabilise. Deuxième point de mon propos, vous me rappelez à l'ordre, du coup, qu'est-ce qu'être inclusif ? Alors, je vais citer une phrase qui m'est chère, c'est celle de Colette, l'écrivaine, dans Le blé en herbe. Elle disait « Le visage humain fut toujours mon grand paysage ». Alors on pourrait, je cite Colette, une grande écrivain, et puis bien sûr, très attaché aussi à ce qu'écrit Emmanuel Levinas sur la question du visage. Mais partant de ces deux, dans des registres différents, je dirais d'abord que les réalités existentielles de ceux qui vivent une forme de fragilité. Et ici, nous sommes très attentifs à ceux qui sont touchés dans le domaine de la psyché, révèlent les limites de ce que l'on nomme l'inclusion. Parce que leur visage, ce qu'ils vivent, leur singularité, ce matin, ce mot est souvent revenu, préviennent contre toute pensée coquette, parce que hors sol. Et c'est leur visage, ce que vous côtoyez au quotidien, qui nous appelle à nous placer au cœur problématique de ce qu'ils vivent. Ils nous obligent, et c'est un gros effort à faire, à placer le regard au-delà de l'abstrait,
du général, là où l'on peut voir la palette aux multiples nuances de la condition humaine. Or, que peut-on constater, vous et moi? C'est que le recours à la notion d'inclusion s'est emballé. Il y a eu une sorte de fièvre inclusionniste. Et sans se pencher de manière assez durable sur le sens caché de ce terme et aussi ses présupposés impensés. De sorte qu'il y a un flou qui persiste et qui donne lieu à des conceptions, des politiques, des pratiques un peu aventureuses dont on ne mesure pas vraiment les implications effectives. Or, vous le savez, mes amis, on ne peut pas mettre correctement en acte ce qui se comprend mal, ce qui s'exprime mal et qui procède d'un répertoire conceptuel désajusté. C'est John Austin, qui est une figure majeure de la philosophie du langage, il nous a appris qu'en disant quelque chose, nous faisons quelque chose. Eh bien, là, le risque, c'est de nous laisser entraîner par le mot inclusion et de le laisser penser à notre place. Alors, il y a des risques inhérents à ce mot, dans sa forme nominale. C'est que son étymologie est déjà très embarrassante, dans la mesure où le mot inclusion renvoie à l'idée d'occlusion, il renvoie à l'idée de clôture, il renvoie à l'idée de réclusion. Inclure, includere, c'est faire entrer dans un espace délimité et cloîtré. Alors, quand on prend les dictionnaires successifs, qu'on prenne le Littré à la fin du XIXe, le Trésor de la langue française plus tard, le dictionnaire de l'Académie française, eh bien, on va toujours tomber sur cette définition-là. L'inclusion renvoie à des éléments ou à un élément hétérogène, étranger, qui n'appartient pas aux constituants normaux du milieu où il est pris et dont il est susceptible d'altérer les propriétés. Et c'est vrai dans l'emploi dans divers champs. Vous prenez en verrerie, une inclusion, en verrerie, c'est une impureté dans le verre. Prenez dans l'art dentaire, une inclusion dentaire, c'est une dent qui est prise dans la mâchoire osseuse et qu'il s'agit de désincarcérer. Vous le prenez en cytologie, en biologie, en informatique, etc. Il y a là un élément exogène. Alors je vous laisse faire le transfert quand on dit un enfant en inclusion scolaire. Donc on suppose qu'il est hétérogène au milieu de l'école, de sa classe, qu'il est un peu étranger, et qui plus est, qu'il risque d'en perturber le fonctionnement. Donc vous voyez, c'est un terme qui disconvient. Alors vous allez dire, ça, c'est travailler sur les mots, à quoi ça sert? Si, c'est très important, parce que c'est ce qui nous permet de voir clair et d'agir clairement. Alors je ne crois pas qu'il y ait eu dans l'emploi de ce mot une volonté stricto sensu d'enfermement. Je ne pense pas, pas du tout. Mais cette notion d'inclusion est infiltrée par une conception de séparation des êtres et des mondes sociaux. Or, mes amis, si on s'accorde sur ce qui va venir, tout le reste suivra. Le point premier, c'est se dire qu'il n'y a qu'une intériorité de naissance. Il n'y a pas d'extériorité de nature. C'est-à-dire que, quels que soient les aléas d'une naissance, du cours de la vie, on ne choisit pas son destin. Chaque vivant fait partie d'une chaîne généalogique dans laquelle il est inclus d'emblée et de génération en génération. Il fait partie de la lignée humaine parce qu'il est fils ou qu'il est fille, c'est-à-dire par ascendance même. Et donc, par sa filiation, il est d'emblée inscrit, inclus de manière inconditionnelle dans cette lignée humaine. Parce qu'il procède d'une tradition biologique, culturelle. C'est son titre généalogique. Et il n'y a pas besoin de label pour certifier l'origine humaine, en garantir la qualité et la conformité et l'appartenance. Il n'y a pas de contrefaçon, sous prétexte qu'il y aurait une singularité du corps, de l'esprit, de la psyché, d'orientation sexuelle, de pigmentation de la peau, de langue, de religion. Non.
Eh bien, je crois qu'en un contexte actuel aussi tourmenté que déconcertant, il est nécessaire de le rappeler. D'emblée, tout le monde appartient à cette maison commune qu'on appelle société. Nul n'est périphérique, nul n'est surnuméraire, et nul n'est prédestiné à un évincement de la maison commune, ou à un cantonnement dans une pièce d'exception, ou à la marge que les sociétés traditionnelles associaient à l'idée de déchets et de mort. Alors la difficulté que nous avons, c'est pour ça que c'est une affaire, j'y reviens, de culture. La difficulté que nous avons, vous et moi, parce qu'on a été façonnés par une culture et son noyau dur. Quel est le noyau dur de cette culture? Et c'est celui qui résiste. C'est-à-dire qu'on a fini par intégrer, intérioriser, incorporer qu'il y avait une sorte de césure entre un dedans et un dehors. Une sorte de continent général, et puis des îlots, un intérieur et un extérieur. Alors, dans le dedans, il y a ceux qui sont à la norme, à peu près, nul ne l'est, mais on le dit comme ça, à peu près conforme. Et dehors, il y a les autres. Et il y aurait dedans des portiers, des vigiles, des gardiens du temple, qui seraient chargés de signifier à ceux qui sont dehors, par défaut de conformité culturellement construite, je te mets en inclusion ou je refuse ton inclusion. Voilà ce que ça nous donne à croire. Ça donne à croire à des gens, vous vous rendez compte, la situation, moi je la cite souvent, cette situation. Il y a deux mamans, j'ai eu l'occasion d'assister à des conversations comme ça, deux mamans qui discutent, elles ont des petites filles du même âge. L'une n'a pas de difficulté particulière, elle dit elle va être scolarisée l'année prochaine en cours préparatoire, l'autre est en situation de handicap, on dit moi, ils ont bien voulu me la prendre en inclusion. L'une est scolarisée et l'autre est en inclusion. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on entretient des coupures entre les êtres alors même qu'on voudrait les atténuer. Même notre langage va dans ce sens. Être en inclusion, c'est nous dire tu es en extériorité et moi je suis bien bon, bien humaniste, j'ai un grand cœur et je t'accepte. Voilà la vraie question. Ils ont le sentiment d'une extériorité originelle à la famille humaine, alors que c'est la leur. C'est la leur. Elle est naturellement la leur. Alors mes amis, en tout cas, au point de ma réflexion, il s'agit donc moins de faire de l'inclusion ou d'inclure que de ne pas exproprier ou de ne pas déshériter. Voilà la question du mouvement inclusif. On a exproprié, on a déshérité des gens de leurs droits, alors que la société, elle est patrimoniale. Elle appartient à tous et à chacun. Finalement, on a placé des gens sur le rebord d'une fenêtre obstruée. Et il me semble que c'est ce qui doit guider notre action et notre pensée en se détournant d'un imaginaire culturel fou qui, au fil de l'histoire, a généré la dépossession, la relégation pour cause d'infra-humanité. L'humanité ne tient pas à ça. L'humanité, elle est pleine et entière, quelle que soit la blessure initiale ou à venir. Alors on a là une histoire de dévalorisation, d'infériorisation, d'amoindrissement des uns au profit des autres. Au profit des autres. Vous voyez, les vigiles, ils sont forts. Hein, j'accepte ton inclusion, ou je refuse ton inclusion. Alors vous voyez, ce mot me gêne. Il me gêne beaucoup parce qu'il entretient cette culture-là. Et les yeux toujours tournés vers celles ou ceux qui vivent le handicap au quotidien, on prend donc conscience que l'on parle trop volontiers, comme l'on vit parfois, dans l'illusion de fausses réalités. De sorte que, on peut le constater autour de nous, nombreux sont ceux, hélas, qui sont en inclusion côté jardin et en exclusion côté cours. Je pense à des enfants qui sont en inclusion scolaire et on n'a pas adapté les temporalités, le matériel, les pédagogies, les didactiques. Ils sont là sans être là, présents physiquement. Mais d'ailleurs, un prédécesseur de Claire Hédon, défenseur des droits, vous vous souvenez, c'était Dominique Baudis, il était d'ailleurs toulousain, avait dit « Je suis très inquiet parce que je vois que finalement on fait des statistiques sur le nombre d'inclusions scolaires, mais on ne sait pas si les écoles et les classes sont inclusives. »
Donc la quantité attestée par des statistiques dont on pourrait se satisfaire prend le pas sur la qualité. Or, chacun d'entre nous dans cette salle peut en faire l'expérience. Être dans un même lieu, une même structure, une même société ne garantit pas d'en faire partie. Et c'est là que Durkheim faisait, l'un des fondateurs de la sociologie moderne, faisait la distinction entre l'exclusion de la société et l'inclusion dans la société. Parce que, vous le savez, mis à l'intérieur, on peut n'être qu'une pièce rapportée, et je crois qu'il y a pire que d'être exclu, c'est d'être physiquement là, à l'intérieur, avec l'impression qu'on n'a rien à y faire, confronté à trop d'écueils, trop de restrictions, obligé de se dissoudre dans le mouvement général, quitte à neutraliser sa singularité. Alors donc, il y a, me semble-t-il, une conception dogmatique, mécanique, égalitariste, qui fait à croire qu'on est simplement libre parce qu'on n'est pas dans une institution ou derrière des barreaux. Et ça a été dit ce matin, c'est toute la question des institutions. D'abord, ça a été, je ne reviens pas sur ce qui a été parfaitement dit, hein. De quoi parle-t-on quand on parle d'institution? Dans une société, tout est institution. La famille est une institution, l'école est une institution. On parle ici des établissements et des structures spécialisées. Et ne confondons pas tout. Hein. Il y a un imaginaire autour. On s'est construit autour des institutions, historiquement parlant. Hein. Toutes les institutions ne sont pas des institutions totales, totalisantes ou totalitaires, telles qu'a contesté Bassaglia à Traître et à Guridia, dont on parle aussi Kaufmann ou Foucault. Donc ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Les institutions, j'ai fait cette formule, excusez-moi sa rapidité, et ça a été dit aussi ce matin, elles ne méritent pas d'être condamnées globalement, elles méritent d'être soignées. Elle ne mérite pas d'être détruite, elle mérite peut-être d'être déconstruite, certains, au sens que Derrida donnait à ce terme, c'est-à-dire réinterrogée dans leur fonctionnement. Et peut-être, il conviendrait de dire, elle ne mérite pas d'être fermée, mais ouverte. Mais plus ouverte, c'est-à-dire à la vie de la cité, sur la cité. Alors, partant de là, j'ai fait le choix, et je vous le suggère, mais certains l'ont déjà fait aussi, d'abandonner le terme inclusion, trop dur, trop mécanique, pour adopter, et c'est ça qui donne sens au mouvement inclusif dans lequel le rétablissement la prend toute sa part, c'est sa forme adjective. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un détail, elle est aisément déclinable sur tous les morceaux de la mosaïque sociale, lieu de soins inclusifs, pratique de soins inclusives, entreprise inclusive, école inclusive, etc., habitat inclusif, tout ce que vous voudrez. Ce n'est pas très compliqué. Mais surtout, on ne dit pas la même chose. Faire de l'inclusion et être inclusif, on ne parle pas de la même chose. Pourquoi? Parce que ce qui paraît intéressant dans la formule adjective, c'est que ça s'oppose frontalement à exclusif. Une école inclusive est l'opposé d'une école exclusive. Mais oui, l'école, elle a été exclusive aux couches élevées de la société. Pendant un moment, songez à la massification de l'école avec les ordonnances de De Gaulle. L'école a été exclusive aux enfants qui étaient en bonne santé, qui ne présentaient pas de difficultés. Depuis la loi 2005, on dit les autres aussi. On a levé des exclusivités dans l'école. Eh bien, ce qui a été fait là, et c'est difficile, hein, on ne les a pas toutes levées, hein, soyons sérieux, mais c'est vrai en tout domaine. Donc le mouvement inclusif nous appelle à remettre en cause toutes les exclusivités persistantes dans la société. Mais mes amis, vous comme moi, on s'y est tellement habitué à certaines exclusivités qu'on ne les voit plus. Et ça, c'était Simone de Beauvoir qui avait cette belle phrase, elle disait « Le plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue ». Et on s'est habitué à des exclusivités quand on se déplace, exclusivité architecturale, accès au savoir, accès à la culture, accès aux soins. Moi, j'accompagne depuis, je ne sais pas le dire, depuis 40 ans déjà, un établissement qui accueille des enfants très très lourdement touchés par des troubles psychiques de divers ordres. Eh bien, difficulté de soins dentaires. Combien c'est difficile de trouver des chirurgiens dentistes qui acceptent de soigner ces enfants, ces adultes, etc. Difficulté de soins
du côté gynécologique, etc. Et on s'habitue à ça. Et on a l'impression que c'est une exclusivité pour certains parents de pouvoir faire soigner leurs dents, de trouver quelqu'un, on paye et on se fait soigner. Pour eux, c'est difficile. C'est resté une exclusivité. On aimerait, mes amis, passer au large de ça. Et ne pas se le dire, parce que ça nous bouscule, ça nous dérange. Parce qu'on a l'impression qu'on a mis un système de double peine. Alors, si on continue à garder les yeux sur ceux qui vivent le handicap au quotidien, ce n'est pas un savoir descendant, c'est un savoir montant, eh bien, alors on accepte certaines critiques de l'ONU. On les accepte, parce qu'il y a une manière de s'en retirer. Alors, l'adjectif inclusif, donc, je vais terminer avec ça, j'ai 5 minutes, c'est bon. Pas plus, pas plus, c'est bon. Vous m'avez donné 3/4 d'heure, je suis à 40 minutes, donc top, vous m'appelez. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut se dire en terminant? C'est que l'adjectif inclusif, si vous voulez, il joue le rôle d'exhausteur de sens. Vous savez, on parle d'un exhausteur de goût. Le sel est un exhausteur de goût. Eh bien, l'adjectif inclusif, il joue ce rôle-là. Société inclusive, en fait, c'est une expression pléonasmique. Pourquoi? Parce que société, ça veut dire alliance, ça veut dire coopération entre des compagnons qui partagent un destin commun. En gros, c'est ça. C'est ça l'étymologie societas. Alors, on se dit, ça dit tout. Ça renvoie à l'idée de solidarité, de coopération, mais on dit société inclusive. Comme pour nous dire, les gars, et les filles, les gars, n'oubliez pas que ce qu'est une société. Et ça renvoie à la phrase de Claudel dans l'Otage, il y a quelques 110 ans, je crois, il disait « Je regarde autour de moi et je ne vois plus de société entre les hommes ». Et vous voyez, c'est ça cette idée. Refaites société. C'est un rappel. École inclusive, c'est un rappel. L'école de la République, elle est pour tous, c'est un rappel. Elle ne peut pas être exclusive. Et dans tous les domaines, pratique de soins inclusifs, c'est toujours ce rappel qu'une société n'est pas une exclusivité. Une société n'est pas un coffre-fort privatif dont certains détiendraient le code en toute exclusivité et à l'exclusion des autres. Je crois que le primum movens de l'affaire, il me semble que tout tourne autour de ça, c'est retrouver le sens du patrimoine humain et social commun, ce patrimoine dont chacun est légataire par naissance, qui n'appartient à personne mais qui appartient à tous. C'est là où ça pêche. Il ne s'agit pas de mettre dedans. Si vous êtes exilé à l'intérieur, et vous savez combien il y a d'enfants, combien de personnes dans la société, oui, d'aucun rêve de manière, à mes yeux, très illusoire, ça c'est un commentaire plus personnel, se dire, mais quand il n'y aura plus d'institution, tout ira bien. Vous le croyez? Vous voyez que lorsqu'on aura fait un désert, on se réveillera avec un jardin le lendemain matin? Non. L'idée, c'est d'humaniser ce qui ne l'est pas, c'est de travailler sur le nombre et d'ouvrir ces institutions, mais on aura toujours besoin, la société n'est qu'institution, c'est-à-dire organisation pour répondre à des besoins singuliers. D'aucuns disent, mais c'est au domicile qui serait le mieux. De quel domicile il parle? De quelqu'un qui a tous les conforts sociaux? Ou de familles désarmées, défavorisées, de mamans seules, vieillissantes, d'enfants et d'adultes qui ne cessent de crier jour et nuit? De quoi parle-t-on? Et voyez, le champ qui est le nôtre est miné. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur cette notion-là, mais je sais qu'avec ce terme de rétablissement, où j'ai trouvé tout ça, vous y êtes attentifs. Il n'y a qu'une vérité, c'est le visage. Alors Duns Scott disait, la seule vérité, c'est cet homme-là, cette femme-là, cet enfant-là. Ça a été repris ensuite par Kierkegaard, qui s'est fait le chantre aussi de la singularité. Et notre champ est miné en tout domaine par une pensée catégorisante. On a besoin des catégories pour penser, pour connaître, et ensuite elles nous jouent un mauvais tour. Alors donc c'est à partir de là, et c'est seule cette conscience-là, qu'une société appartient à tous, qu'on peut se diriger vers un mouvement inclusif. Voilà, je termine parce que je suis regardé déjà de travers par l'animatrice que je connais bien pourtant, mais qui ne me fera aucun cadeau, et donc je termine. Voilà, alors ensuite, je termine avec ce mot.
Certains se disent, mais une société inclusive, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Je ne veux pas vous décourager, mais c'est un enfantement permanent, hein, il ne dure pas 9 mois, c'est beaucoup plus large que ça. Et une société, c'est éternellement en chemin. Hein. C'est un édifice fait de matériaux altérables qui sont toujours à construire, à reconstruire. Et il appartient à chaque génération, dont la nôtre, d'en parfaire les plans, changer les outils, en parfaire l'architecture. Il n'y a pas de date d'advenue, bien sûr, c'est un travail de fond, c'est un travail de mûrissement. Ce qu'on constate, c'est que ce mouvement procède d'un manque. Je pense que quand on parle, qu'on écoute autour de nous, chacun nous dit, voilà, il y a un rêve secret d'une autre société, quelque chose qui recréerait de la complicité humaine, qui redonnerait sens aux relations, qui redonnerait sens à ce qu'on fait. Et je crois que ce mouvement inclusif procède de ce manque. Le mot projet est né très fortement, a été très diffusé lorsqu'on s'est manqué un peu d'horizon économique. On a parlé ensuite beaucoup de fractures sociales et de liens sociaux quand on s'est rendu compte qu'on était une juxtaposition d'individualisme. Et on parle beaucoup de société inclusive parce qu'on se rend compte qu'il y a des phénomènes d'exclusivité dont les premières victimes sont hélas les plus fragiles d'entre nous, ceux dont vous vous occupez prioritairement. Je vous remercie. Rejoignez-moi. Non, vous avez été parfait et parfaitement dans le timing, donc bravo, vraiment. Bon, bravo pour les propos inspirants, évidemment, et pour le temps. Je m'adresse maintenant à vous, dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Il en faut une première. Je voyais Jean-François qui avait envie de réagir. Monsieur, je ne sais pas si quelqu'un peut passer les micros. Oui. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter avant de poser votre question? Oui, bien sûr. Julien Dufief, membre de la Maison Percher, que j'aurai l'honneur de présenter demain, et personne concernée par un trouble psychique. Alors moi, j'ai trouvé votre intervention absolument passionnante. Vous avez cité beaucoup d'auteurs, comme Marcel Mauss, par exemple. Vous êtes anthropologue. Alors moi, j'ai une question peut-être un peu bête, mais éclairez-moi si vous le pouvez. Est-ce que cette catégorisation est associée à cette rationalité qu'on a en Occident? Est-elle justement l'apanage de l'Occident? Est-ce que ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a des exemples de sociétés qui reconnaissent l'inclusion comme quelque chose de pléonasmique, comme vous avez dit? Voilà ma question. Alors l'idée de catégorie et de catégorisation, c'est Aristote, et c'est les grandes catégories, songer, aligner les plantes, etc. Alors je crois que la catégorisation et les catégories, elles nous sont nécessaires pour nous saisir du réel, pour le cerner, pour le penser. On peut dire qu'elles sont indispensables pour connaître, pour la connaissance, mais la catégorisation peut obstruer, peut faire entrave à la reconnaissance de la personne. C'est-à-dire qu'on ne peut voir le visage que si on l'extrait de la catégorie. Hein, c'est ça le principe. Hein. Je pense que Piaget disait ça aussi. Vous voyez, quand vous dites les personnes sourdes, vous connaissez tout le monde des personnes, vous connaissez une catégorie. Ceux qui avaient été attendus des MDPH, par exemple, c'était de ne plus fonctionner comme ça. Hein, c'était la philosophie au départ, en disant cette vision culturellement forte chez nous, alors elle existe un peu partout, mais elle est puissante chez nous, eh bien il ne faut plus fonctionner comme ça. Vous voyez, en gros, dans les commissions préalables, enfin, j'espère que ça existe de moins en moins, on disait, à partir d'une étiquette médicale, il a une trisomie 21, donc il va dans cette institution. C'est-à-dire que le destin était décidé à partir d'une appartenance à une catégorie médicale. Et syndrome de Rett, qui relève de ça. Et cet automatisme-là. Et vous voyez, si vous traitez les choses comme ça, vous ne pouvez pas voir le visage de la personne. Alors que la philosophie qui avait été voulue par les concepteurs de la MDPH, c'était sous Chirac, ça. Il y a, je pense à Patrigot, etc. C'est l'idée, il faut sortir de ce système-là, il faut approcher la caméra du visage. Alors, voilà, ça c'est la question des catégories. Elles nous sont nécessaires,
mais elles peuvent faire obstacle. Après, pour vous répondre, ayant vécu dans des cultures océaniennes, moi je n'aime pas le comparatisme. Pourquoi ? Parce que comparer les choses n'a pas beaucoup de sens. On est dans des histoires, des économies, des politiques, des géographies tellement différentes que le comparatisme sec, comme ça, mécanique, ça ne donne pas grand-chose. Plus intéressant, c'est plutôt de la confrontation culturelle, se nourrir les uns des autres et trouver ce qui peut nous aider. Eh bien, du côté de culture océanienne, effectivement, même si toutes les cultures du monde sont normatives, et puis elles ont leur catégorie, mais la puissance est beaucoup moins importante. Alors c'est lié aussi, je répète, à des effets de nombre. Moi j'ai vécu dans des sociétés assez réduites, société maori des îles Marquises où j'ai vécu, et de l'autre Nouvelle-Calédonie, etc. Ce sont des sociétés aussi qui permettent d'autres approches, c'est plus facile de voir le visage. Mais voilà. Ok. Merci. Merci. Une autre question dans la salle, peut-être ? Remarque. Je ne vois pas bien là-haut. Je crois qu'on a effectivement une question. Madame. Oui. Je voulais vous demander si on est une société... Est-ce que vous pourriez vous présenter peut-être avant de démarrer ? Je suis une maman d'un enfant qui a une schizophrénie. Alors, je voulais demander comment on peut faire pour voir tous les visages, puisqu'on est maintenant dans une société où tout va vite. Il faut avancer, il faut avoir des résultats, etc. Alors, moi je trouve que votre remarque, elle renvoie à quelque chose de très, très paradoxal, c'est-à-dire le mouvement inclusif, si on le prend dans son essence même, ce que j'ai essayé de faire, il est à contre-culture. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est un mouvement c'est quelque chose qui est rond dans un monde carré. L'impression que ce qu'on dit va à l'inverse de ce que l'on vit aujourd'hui. C'est vrai ce que vous dites. On ne prend pas le temps. On entend les gens, mais on ne les écoute pas vraiment. On a des yeux, mais a-t-on encore un regard ? Le temps nous emporte. On voit bien, on est pris par cette société-là, qu'on le veuille ou non. Et on ne peut pas s'abuser. Et en même temps, le mouvement inclusif, c'est une sorte d'espérance. Alors certains disent, de toute façon, c'est dans le ciel des idées, c'est de l'utopie. Non, les amis, quand dans l'Antiquité classique, on pensait à la démocratie, gouvernement par le peuple, c'était une utopie, et ça le reste encore. Mais fallait-il qu'il y ait cette utopie pour qu'on chemine vers elle ? Enfin, le mouvement inclusif, c'est un horizon. Un horizon, c'est une ligne imaginaire, là où le ciel et la terre se confondent, qu'on n'atteint jamais. Alors on se dit, mais à quoi ça sert d'en parler ? Mais si, c'est ça qui donne de l'énergie d'avancer. Et là, on a besoin d'un horizon. Ce que vous dites, c'est vrai. On a le sentiment qu'on n'a plus le temps d'être entendu. Même les grandes associations se questionnent en disant, est-ce qu'on ne s'est pas perdu un peu ? Les associations de parents sont des communautés de sorts. Parce que la difficulté, quand on vit une difficulté, c'est de trouver des gens qui sont susceptibles de la comprendre, de prendre le temps de l'entendre. Les autres, ça les lasse. Tes misères, j'en ai marre. Je préfère avoir des... Mais c'est ça la difficulté. Donc c'était des communautés de sorts. Et ces grosses associations, elles ont grossi, et on leur doit beaucoup, beaucoup. Je pense aux très grandes associations, et moi je suis très admiratif de ce qu'elles font, mais se sont dit peut-être on a un peu perdu aussi le temps d'écouter les gens, parce qu'ils venaient se parler, se rassurer, se confier. Quand on vit une galère, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui prend le temps de l'entendre. Donc vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Et les MDPH ont été emportés par le mouvement. Alors, des petites MDPH dans un département, je prends par exemple la Lozère, où il y a 60 000 habitants, il n'y a pas de quoi remplir le Stade de France, c'est pas beaucoup. Mais il n'y a pas beaucoup de dossiers. Mais dans les grosses MDPH, on refait du traitement de dossiers. Et là, je ne sais pas, sur Internet, on se croise souvent, les mamans disaient, ça fait 9 mois qu'elle attend la réponse, il y a des délais incroyables, et les gens sont seuls. Et ça, c'est ce que vous constatez dans votre secteur de la santé mentale, c'est vrai ailleurs, à des degrés divers. Mais il y a ce sentiment-là. Alors, quand on parle du mouvement inclusif, il y a la réaction que vous avez. Il y a « Oh, j'en ai marre d'entendre ces utopies-là. » Mais si on n'a plus d'utopie, un bateau sans direction et sans gouvernail, c'est un bateau ivre. Il faut bien aller vers quelque chose.
C'est pour ça que je crois que ça procède d'un manque et d'une espérance. Mais les espérances, on se dit qu'on aimerait avoir une vie beaucoup plus longue pour profiter des fruits de ce qu'on peut semer, parce que les changements sociétaux, culturels, sont dans des temps très très longs. Donc c'est très frustrant. Et moi je pense ici particulièrement aux parents, par exemple, qui ont espéré avec loi 2005 qu'il y aurait une accessibilité facilitée. Dans 10 ans, puis au bout de 10 ans, on leur dit non, mais dans 2, 3 ans, 8 ans, et on a repoussé. Alors les bébés qui sont nés alors, ils ont 20 ans aujourd'hui, etc., etc. Et c'est pour cela que j'ai plusieurs fois insisté, on peut parler à satiété d'abstraction, on peut le faire, ce qu'on appelle conceptualiser, théoriser, mais à un moment donné, le thème qui est le nôtre doit faire alliance entre rationnel et sensible. L'un ne variant pas en sens inverse de l'autre. Ce qui est contraire à la rationalité, c'est la sensiblerie ou le sentimentalisme. Mais là, il y a une part sensible. Et si on ne prend pas en compte la part sensible, il y a une désincarnation totale du propos. Je ne sais pas si on peut ajouter quelque chose. Merci encore. Merci. Je vous propose d'enchaîner sur la pause qui était initialement prévue de 15 minutes. Je vous demanderai de tenir un maximum les 20 minutes, ce qui vous laisse le temps d'aller prendre un café et de revenir. Merci beaucoup à tous.